21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je raconte. Nous étions assis dans la salle d'attente. Sur le mur, face à moi, une affiche qui présentait un homme en blouse blanche. Il portait un masque sur le visage. En majuscule écrit au-dessus, « À l'hôpital aussi, insulter c'est interdit ». Elle m'avait demandé de l'accompagner à sa consultation. Toute seule, elle voulait plus. C'était désormais au-dessus de ses forces. Tous les deux, on était donc là, au milieu de ces gens, pour la plupart en piteux état. Au fond de la pièce, un type allongé sur un brancard, des tuyaux qui lui poussent partout. 1 heure que ça a duré, sans qu'elle et moi, on échange le moindre et traître mot. Ensuite, le médecin a prononcé son nom. On s'est levé. Direction le box 24, à l'entrée duquel il attendait. Avant même qu'il ait ouvert la bouche, elle lui a dit « Il peut rester ». Ça m'était adressé. On s'est assis derrière un petit bureau. Sous ses yeux, la blouse blanche avait tout un tas de papiers avec des chiffres en colonnes et en tableaux. L'un après l'autre, minutieusement, il les tapait sur son écran d'ordinateur. Ça a duré, au moins un quart d'heure, avant qu'il demande « Comment vous vous sentez, madame, en ce moment ?» La réponse, je la connaissais d'avance. Elle lui a dit que ça allait pas fort. Et à voir sa tête, le doc, ça semblait pas bien lui étonner. À voir sa tête, il avait l'air même embarrassé. Puis il lui a expliqué. Avec d'autres blouses blanches, ils s'étaient réunis la veille, comme une réunion Tupperware avec d'autres blouses blanches, mais juste pour parler de son évolution et de sa santé. Si elle était d'accord, ils allaient essayer un nouveau traitement. La blouse blanche a précisé que c'était fatigant, que ce serait sans certitude aucune sur les effets, mais que ça valait quand même le coup de le tenter. Mon amie, elle a hoché la tête pour faire signe que c'était ok. Avait-elle seulement le choix ? On a quitté le box 24, de retour dans la salle d'attente. Il y avait toujours le type allongé sur son brancard. Ensuite, les couloirs à l'infini, droite, gauche, droite, ascenseur, 5 étages en dessous, puis recouloir, gauche, droite. Ça y est, elle et moi, on en était enfin sortis de ce labyrinthe tout gris. Jusqu'à la prochaine fois. Dehors, hier, il faisait beau. Hier, c'était une journée comme les autres à l'hôpital. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment ça va ce soir ? Je suis ravi de vous retrouver ce mardi à 21h et quelques minutes passées. On se retrouve enfin, nouvel épisode en direct, nouveau décor, quoique. Tiens, on va faire, avant d'écouter un premier témoignage, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un moment. On va jeter une oreille sur le répondeur de Juste avant la nuit, dont je rappelais le numéro il y a quelques minutes à peine, 07 56 85 55 85. Un répondeur de Juste avant la nuit qui commence ainsi. Oui, salut Johan, c'est Hubert. Voilà, j'ai écouté, c'est la rentrée quoi, c'est une bonne chose. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis plein de témoignages de bon augure et de bonne aloi. Allez, prends soin de toi Johan, ciao. Bonjour Johan, c'est Nelly de Berneville. Voilà, je me suis amusée cet été à regarder les gens... comment ils étaient chaussés. C'est vraiment une catastrophe. Beaucoup étaient avec des tongs, alors des trucs tout déformés, enfin chacun, c'est horrible. Et après, ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux, ils ont mal plein de douleurs. Mais ils sont vraiment, la plupart sont vraiment mal chaussés. Je vous dis à merci, au revoir. Salut Johan, c'est Betty, que je voulais savoir si ça continuait sur les réseaux. Ça continue, alors tant pis pour moi. Je vais prendre mes petites pilules juste avant la nuit. Bye, belle émission. Bonsoir Johan, c'est Sylviane Marot. Je suis ravie qu'il y ait un hommage à René Marc. J'ai découvert ce monsieur en écoutant juste avant la nuit, un soir. Et en fait, jusqu'à ce qu'il parte, j'ai continué à voir ses vidéos tous les jours. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, vraiment quelqu'un de merveilleux, vraiment. Donc, je suis ravie qu'il y ait
un hommage à René Marc et portez soin de vous, comme il disait aussi. Et j'oublierai jamais cette personne qui est vraiment exceptionnelle. Et j'ai mis toutes ses vidéos en playlist et je les réécoute. C'est comme si il était encore vivant, encore là, enfin voilà, en tout cas une très belle âme. Et je lui souhaite vraiment qu'il soit en paix et qu'il soit bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt, Johan et Céciliane. Portez-vous bien. Au revoir, bonne soirée. Bonjour, Johan, c'est Agnès de Cateau d'Hauteville. J'ai écouté avec attention le témoignage de Tal et j'ai un peu peur pour lui. Est-ce qu'il ne risque pas sa vie en venant en France, étant donné que le terrorisme s'installe partout? Et puis, je vais vous parler de quelque chose de plus riant. C'est qu'avec mes amis déficientes visuelles, nous avons organisé ce que nous avons appelé un festival de Cannes à la gare de Pardieu à Lyon la semaine dernière. Il s'agissait de nous rencontrer dans un restaurant où nous avons passé un bon moment puisqu'on nous a facilité la rencontre en nous donnant une salle rien que pour nous parce qu'il y avait les prémices du match Toulouse-Bayonne, donc il y avait l'ambiance dehors, on risquait de ne pas s'entendre. Donc nous avons bien discuté, nous ne discutons pas forcément de nos problèmes, hein, nous racontons les petites choses de la vie comme avec votre émission. Et puis figurez-vous que j'ai fait des envieuses parce que j'ai dans ma vie des intervenantes qui m'aident, qui me permettent de faire mes courses, qui me permettent de jouer, si j'en ai envie, au Scrabble ou à autre chose, qui me permettent de me promener avec elles. En fait, c'est un métier que quelqu'un a créé parce que son métier à elle ne pouvait plus lui convenir. Donc, je pense que ça pourrait inspirer des personnes sans emploi en étant auto-entrepreneur et en dépendant des chèques emploi-service. À bientôt. 07 56 85 55 85, ce répondeur de juste avant la nuit, c'est le vôtre. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Johan. Mathieu, vous avez 41 ans. Où est-ce que vous habitez ? Dans le Val-de-Marne. Région parisienne. Quelle est votre situation de famille actuellement ? Je suis l'heureux propriétaire de 2 enfants et je suis l'heureux associé d'une épouse charmante. Très bien, donc c'est le grand monde de l'entreprise, c'est l'ubérisation à tout craint, c'est ça ? Bon, alors, oui, c'est ça. Ce qui m'amène à vous poser une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour parler ainsi de votre famille ? Je suis urgentiste, je suis médecin spécialiste en médecine d'urgence. Bon. Donc ça m'amène à vous poser une deuxième question, est-ce que la santé, c'est un commerce comme les autres ? Alors, c'est une vaste question comme ça, en ouverture, en tout début de nuit. C'est vous qui avez fait preuve d'un certain libéralisme en présentant votre famille comme une petite entreprise. C'est vrai. Alors, par bien des aspects, la médecine peut être considérée parfois comme un marché. En réalité, moi, je suis dans le système public pour toujours et depuis toujours. Et donc, je n'ai que très peu d'avantages commerciaux, on va dire, à cette entreprise. Je taquinais, parce que de ce que j'en comprends, de ce que j'en sais, ce métier de médecin urgentiste, c'est une vocation. Vous allez m'expliquer pourquoi. Et est-ce que vous allez m'expliquer aussi si ce métier vous a appris à voir les gens différemment ? Est-ce que d'ailleurs, travailler en situation d'urgence, ça permet de mieux connaître la personne qu'on a en face de soi ? Oui, par bien des aspects, oui. En fait, ça nous force à réfléchir vite et donc à aller directement à l'os, si j'ose dire. Donc ça, oui, on est branché pour faire des diagnostics très rapides, quasiment instantanés. C'est pas simplement les urgentistes, mais particulièrement les urgentistes et autres médecins spécialistes de la situation aiguë un peu critique. La littérature scientifique que dans les quelques premières poignées de secondes, le diagnostic est déjà fait. En tout cas, l'hypothèse diagnostique est déjà formulée. Donc, juste en croisant les gens, on comprend plein de choses de oui. Mais à quoi ? Qu'est-ce qui fait, par exemple, quand vous arrivez sur le lieu d'une intervention, quelle est la première chose que vous faites ? Est-ce qu'il y a un rituel, un protocole, si je puis dire ? Alors, c'est très variable, bien entendu. Ça peut pas valoir de généralité, mais en tout cas, moi, ce que je fais quand je suis en intervention avec le SAMU, c'est que je m'imprègne immédiatement des ondes des lieux d'intervention.
c'est pas forcément toujours très organisé comme processus, c'est souvent très intuitif, mais en fait on se base sur les odeurs, les bruits, les objets qui traînent là, les gens, leur voix. Voilà, on fait l'espèce d'éponge immédiatement sur l'ambiance générale et sur le patient. C'est-à-dire que avec un peu d'expérience, qui vient très rapidement, hein, avec un peu d'expérience, on est capable de savoir au premier coup d'œil, mais vraiment littéralement au premier coup d'œil, si le patient ou la patiente est grave ou pas. Mettez-moi cette théorie dans un exemple concret, quelque chose que vous avez vécu plus ou moins récemment, que je comprenne. Les ondes. Par exemple, quand on est appelé pour une douleur thoracique, c'est, je vais pas dire la moitié de notre activité au SAMU, mais pas loin. Au moment où on met un pied, au moment où on s'approche du lieu d'habitation, on a déjà une première indication sur le niveau de vie des patients, le niveau de vie du quartier. En fait, il y a une espèce d'homogénéité de niveau socio-économique et socio-culturel à l'étage d'un quartier. Donc on sait à peu près déjà où on se trouve. Ça donne une première indication sur l'état de base de la santé du patient, puisque les populations, par exemple, les plus défavorisées ont des pratiques à risque, ont une santé de base beaucoup plus altérée que les patients les plus aisés. Donc déjà, ça on a veut une dire première quoi? idée. Ça veut dire qu'on fait plus d'accidents cardiaques dans les quartiers populaires que dans les quartiers UP? Oui, c'est même pire que Vraiment? ça. Oui, alors j'ai oublié de dire parce que j'essaye de rester toujours médecin, mais je suis aussi enseignant-chercheur. Ça, c'est ma thématique de recherche principale en fait, les inégalités d'accès aux soins urgents. Et non seulement plus vous êtes défavorisé socio-économiquement, socio-culturellement, plus vous êtes malade de base, moins vous êtes en bonne santé, moins vous avez une espérance de vie élevée. Plus vous faites de maladies graves aiguës comme les infarctus, les arrêts cardiaques, les AVC, etc., les accidents vasculaires cérébrales, plus longtemps mettent les secours à arriver chez vous et plus vous mourrez. Donc oui, on sait exactement où on se trouve et ça nous rajoute quelques points de pondération de gravité déjà en mettant le pied dans le quartier, si j'ose dire. Quand on appelle... Et puis ensuite, quand on pousse... Non, je vous en prie, allez-y. Je voulais juste dire, quand on pousse la porte, rentrer dans l'intime des gens, c'est quelque chose qui est donné finalement à peu de soignants. Hein. Il y a des soignants à domicile, bien sûr, mais les soignants hospitaliers ont peu accès à ces données-là. Nous, on a quelque part la chance de pouvoir le faire pour améliorer notre modèle de réflexion. Quand on pousse la porte, quand je pousse la porte d'un appartement, j'augmente ou je diminue mon niveau de risque instinctif sur la gravité, parce que c'est le prolongement de ce qui se passe à l'extérieur en fait. Quand vous rentrez dans un intérieur très défavorisé, où les gens n'ont pas forcément l'énergie ou l'envie ou l'habitude de prendre soin de leur intérieur, d'eux-mêmes, etc. Ça fait sonner quelques alarmes. Et puis ensuite, premier coup d'œil sur les patients, par exemple, encore une fois sur une douleur thoracique. S'il a un teint qui n'est pas ce qu'on appelle physiologique, un teint pas normal, un peu gris, un peu bleu, un peu blanc, un peu jaune, un peu différent d'habitude, déjà ça c'est pareil, c'est un élément hyper important. Et puis ensuite, il y a les critères un petit peu plus objectifs comme la fréquence respiratoire, le niveau de conscience, etc. Et ça veut dire que donc, quand vous arrivez chez fait. certains de ces patients, Mathieu, certains n'ont pas vu un médecin depuis très longtemps avant de vous voir vous. Ah oui. Certains n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps et beaucoup n'ont pas intégré la gravité de leur situation jusqu'à la fin. Ça, si on veut mettre des grands termes et des grands mots en ce début de nuit, ça s'appelle la littératie en santé et ça correspond au niveau de connaissance qu'on a du système de santé et de la santé en général, y compris sa propre santé à soi et les décisions qu'on doit prendre pour améliorer sa santé. Et donc oui, ces patients ont une très faible littératie en santé. Le genre humain est surprenant. Vous me parlez de milieu social. Est-ce qu'il vous arrive parfois, à l'inverse, d'ouvrir certaines portes et de ne pas avoir présupposé ce que vous trouvez derrière ?
Ah oui, alors ça, oui. Et c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier. C'est la surprise, ou en tout cas la surprise possible à tout moment. Il me revient en tête, par exemple, une intervention, encore une fois, de douleur thoracique. Dans ma tête d'urgentiste naïf qui s'attend à rien, je pousse la porte et je m'attends à rentrer dans un appartement d'une ville cossue des environs où j'habite, et il s'avère que c'est un lupanar. Et quand on s'y attend pas du tout et que le décor vous saute au visage comme ça, il faut quelques secondes pour se remettre d'aplomb et faire son travail correctement. Et alors, c'est comme au théâtre, on garde son personnage, le personnage qu'on a pris en montant sur scène, on le continue jusqu'à la fin de l'intervention? Ouais, c'est une obligation déontologique. Poker face. On prête serment. Exactement. Alors, on est humain, évidemment que c'est parfois difficile à contrôler, mais c'est une obligation déontologique. On prête serment pour ça, on teste ce qui se passe à l'intérieur des maisons, et on doit traiter tout le monde de la même façon, qui que ce soit. Il vous arrive de vous attacher à certains patients? Je vous pose la question parce que ça peut être évident, sembler évident pour des médecins dits ordinaires, classiques, qui consultent en cabinet, qui vont voir leurs patients sur des semaines, des années. Vous, ça se passe pendant quelques minutes, peut-être quelques heures au maximum, et ensuite vous ne les voyez plus, non? Oui, vous avez raison. La durée moyenne d'une intervention au SAMU, c'est à peu près 1h30. Le temps d'arriver, de faire les premiers gestes, les premiers traitements, puis d'emmener à l'hôpital. Donc c'est 1h30 en moyenne. Donc en effet, c'est très court par rapport à la temporalité classique du soin. Cela dit, et c'est pour ça qu'on fait ce boulot, très régulièrement, voire très très souvent, on a un attachement puissant aux gens. Pour des ressorts qui ne nous appartiennent pas vraiment, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, mais d'une part parce que on a une spécialité où les intensités émotionnelles sont très fortes. On arrive souvent dans des endroits où il y a des drames, où les gens sont vraiment très gravement malades, où l'entourage est très affecté. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, parce que je pense qu'on est un petit peu drogué aux émotions humaines. Et oui, bien sûr, quand très régulièrement, on est extrêmement attaché à nos patients. Quel est le tout dernier patient qui vous est marqué, sans rentrer dans le détail évidemment, puisque il y a un cordon de sécurité quand on est médecin, mais est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous revient tout de suite à l'esprit? Oui, alors de façon très étonnante, je dis ça avec toute sympathie, probablement parce que je commence à vieillir un peu dans le métier. Vous avez 41 ans, je précise. Ouais, oui, mais c'est que ça commence à être vieux pour un urgentiste. Ça compte double pour médecin urgentiste, c'est ça? Exactement, exactement. On fait partie on fait partie des vieux à 40 ans, pas passé 40 ans, bref. Donc probablement parce que je vieillis un peu, mais depuis peu de temps, je suis régulièrement très attaché aux personnes âgées, à nos seniors qui, en début de carrière, nous attirent moins quand on fait de la médecine d'urgence, notamment de la médecine d'urgence préhospitalière, qui est très grave parce qu'on veut faire plein de gestes, parce que on veut de l'énorme, on veut de l'incroyable, etc. Et que la prise en charge des seniors est très complexe, très nuancée, encore une fois dans une temporalité très différente des autres patients. Et depuis quelques années, là, je m'attache très fortement aux seniors, à écouter leurs histoires, et je boucle votre question. Je repense à une patiente de la semaine dernière qui venait pour un maintien à domicile difficile, comme ça arrive très souvent chez nos grands seniors. Et je me suis assis, alors elle n'avait rien de bien grave. Il fallait lui remettre un peu de sel, un peu de poivre, il fallait prendre de temps pour soigner ce qu'il y avait à soigner, qu'elle rentre à la maison dans quelques semaines. Mais je me suis assis, je lui ai tenu la main et je l'ai écouté me raconter du temps d'avant, de ses fleurs, de son jardin, de son mari, etc. Alors que c'était quelque chose qui était quasiment impossible il y a 10 ans. Pour vous? Pour moi, bien sûr. Tiens, mettons de côté un peu la médecine. Si je vous demandais, Mathieu, de me raconter le tout premier souvenir de votre vie, est-ce que vous en seriez capable, vous? Oui, alors oui, probablement.
probablement. Vous arrivez à c'est identifier quelque un part. premier souvenir. Ah oui, et très très loin. Et d'ailleurs, j'en reparle régulièrement avec mes parents. Ils se demandent comment c'est possible, mais je me souviens très bien de la chambre où je suis né, en fait. De la chambre où j'ai vécu les 4 premiers mois ou les 6 premiers mois de ma vie. Je sais la décrire. J'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas avoir de souvenirs avant 3 ans. Ouais, mais Enfin, j'ai pas fait médecine, je me souviens parfaitement de cette chambre. Non, ça doit être. C'est toujours pareil. Les grands dogmes ont toujours leurs Donc vous êtes en train de me dire c'est du flan en fait. On peut avoir un souvenir de 3 semaines à vous écouter. Je ne sais pas. J'ai l'impression. Après, je suis pas spécialiste de la mémoire. Il y a aussi des souvenirs qui sont très construits par l'entourage, par les photos que vous avez croisées, etc. Mais voilà, je sais que je me souviens très bien de cette chambre. Et Elle ressemble à quoi alors? Décrivez-la nous cette chambre. C'est une toute petite chambre d'appartement sous les toits dans une ville de première ligne de banlieue parisienne, à Charenton pour pas la citer. Donc sous les toits et toute boisée. Il y a une commode qui dans mes souvenirs de petit enfant est immense comme mon père. Il y a une salle de bain avec une minuscule baignoire, un grand lit. Deux fenêtres qui donnent sur la cour où les voitures se garent sur le gravier et ce grand lit où je suis allongé et je regarde mes parents aller et venir. Je me souviens même du couloir et de l'escalier en bois verni, un peu tordu, haussmannien, qui descendait probablement 2 étages, ou en tout cas ceux dont je me souviens puisqu'on était sous les toits. Voilà. Ils faisaient quoi vos parents dans la vie? Ma mère était institutrice, maîtresse des écoles, on dit, pardon. Non, si c'est ça qu'on dit. Et mon père était ingénieur, informaticien, entrepreneur. Voilà. À quel moment de votre vie vous avez vous avez émis le souhait de devenir médecin? Alors, formalisé, stricto sensu, probablement un mercredi, j'exagère, mais probablement un mercredi quand il a fallu faire mes choix. C'était pas Parcoursup à l'époque, c'était Ravel, mais il a fallu faire le choix. Je savais pas très bien. Et puis ma mère a dit que elle avait croisé un soignant, un petit interne ou un petit externe super. Elle avait pensé à moi et tiens Mathieu, tu veux pas faire médecine? Et ben si, pourquoi pas. Donc ça c'était vraiment la première fois que c'était formalisé comme ça. Mais quand même, quand j'étais petit, je lisais quand même beaucoup de livres, y compris les livres de la collection Il était une fois la vie. Peut-être que vous les avez connus aussi, ceux-là. Ouais. Que j'ai presque appris par cœur. Il y avait un dessin animé aussi. Exactement. De mon temps. Vous avez 41 ans, ça veut dire que vous aviez une petite dizaine d'années quand à la télévision était diffusée la série Urgence avec Georges Clooney. Est-ce que vous étiez, vous, devant votre télé à cette époque-là? Alors j'étais au collège, oui, en effet, un peu plus que 10 ans, mais je n'ai jamais vu un seul épisode d'Urgence. Ah mince, je voulais vous demander si les gens de Georges Clooney dans la série ressemblent aux vôtres, mais vous ne pourrez pas répondre à la question alors. J'ai un avis sur la question parce que, évidemment, on en parle. Ouais. Évidemment, on en Donc parle. Donc vous avez un avis sur un truc que vous n'avez pas puis... vu, Mathieu. Très bien, intéressant. Oui, ouais. Parce qu'encore une fois, on en parle. Et puis parce que quand on fait de l'enseignement et de la recherche, on est amené à lire un peu plein de choses scientifiques. Et en fait, il y a des travaux scientifiques qui comparent la réalité du terrain des médecins urgentistes aux États-Unis mais ailleurs, à ce qu'il se fait dans la série. Et évidemment, même si c'est basé sur des choses vraies, évidemment que c'est romancé, évidemment que c'est exagéré, évidemment que les temporalités, encore une fois, sont pas les mêmes, évidemment que. Donc, c'est vraiment, si on imagine un ampli de musique, un ampli de guitare, l'urgence, c'est tous les boutons, tous les potards sont à fond, ce qui n'arrive pas dans la réalité. Et vous, quand vous êtes arrivé en première année de médecine, vous saviez déjà que vous vouliez être médecin urgentiste? Non, je me demandais plutôt ce qu'était le monde dans un environnement du cerveau, de l'intellect, de la neurologie, la neurochirurgie. Mes premières amours, c'était la neurologie, la neurochirurgie. J'imagine que quand on est étudiant en médecine, en fonction des générations, il y a des spécialités qui font plus envie que d'autres. Si on réfléchit en ces termes-là, le médecin urgentiste, c'est en haut ou c'est en bas du classement? C'est plutôt en bas du classement. Pourquoi? Alors
C'est un vaste sujet. L'attractivité des carrières médicales est très largement conditionnée par l'enseignement qu'on reçoit pendant nos études. Et l'enseignement qu'on reçoit pendant nos études, il est très hospitalo-centré, voire CHU-centré, c'est-à-dire hospitalo-universitaire centré. Ce sont les spécialistes hospitalo-universitaires, donc les professeurs de médecine de quelque chose, qui donnent cours à la fac, et ces gens-là ne travaillent quasiment, pour être très schématique, que dans des grands centres hospitalo-universitaires qui ne représentent qu'une petite portion de la médecine, du champ de la médecine. Et donc, les étudiants ne sont exposés qu'à cette vision-là, ou globalement qu'à cette vision-là. Donc en gros, quand on est étudiant en médecine et qu'on ne reçoit de cours que des professeurs intel et de professeurs machin spécialistes de la surpathologie un peu étrange dans un centre hyper spécialiste français, voire européen et parfois mondial, tout ce qui se passe derrière, ça nous intéresse pas en fait. On est attiré par ce qu'on voit. Donc, et ça c'est un grand axe d'amélioration de nos études. Camarades d'amphithéâtre, ils rêvaient de faire quoi donc en première année de médecine? Bon, cardiologue, radiologue. Et tout ça, c'est jamais corrélé à un train de vie. Vous me rassurez. Vous me parlez plus de renommée, de posture universitaire et professorale, plus que d'un schéma social, on va dire. Oui, alors c'est évidemment très nuancé. Il y a des gens qui commencent leur cursus médical avec une certaine vision de leur vie professionnelle future. Il y a des gens qui sont déjà très structurés quand ils commencent leurs études et qui savent qu'ils veulent faire telle ou telle spécialité pour avoir tel ou tel train de vie. J'ai aucun chiffre à avancer, j'ai quand même l'impression que c'est assez marginal. Non, mais je vous demandais pour ce qui vous concerne, les gens qui vous entouraient à l'époque. Je veux pas, évidemment, la vérité n'existe pas. Voilà. Exactement. Ce que vous avez pu observer sur. J'avais des amis. Ouais. Oui, j'avais des amis qui depuis toujours voulaient être cardiologues. Ils se sont levés un matin, ils avaient 10 ans, et ils se sont dit je vais être cardiologue, et ils ont tout fait pour être cardiologue ou neurochirurgien. Oui, il y en avait. Et pour le coup, c'est pas rare. Des gens qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire et qui n'en dévient pas, c'est pas si rare que ça. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a amené sur la voie du médecin urgentiste? 3 choses. Première chose, je n'ai pas aimé la neurologie à l'hôpital. J'ai été un petit peu contrarié par l'aspect surspécialiste. J'étais jeune et j'en ai compris que c'était tout le temps la même chose et que sorti du cerveau et des nerfs et de la moelle, il n'y avait pas grand-chose. Tout ça, c'est ma vision. Évidemment très naïve. Deuxième chose, le concours de l'internat ne m'a pas permis de faire neurologie ou neurochirurgie. Et donc je me suis orienté vers une spécialité généraliste, donc j'ai fait médecine générale. Et dans l'internat de médecine générale, au premier semestre, je suis passé aux urgences et ça a été la révélation. Alors pour le coup, la révélation absolue. Il m'a fallu quelques semaines dans les couloirs des urgences pour me dire mais en fait c'est ça que je veux faire. Tiens, en une phrase, qu'est-ce qui vous a décidé concrètement? Qu'est-ce qui fait que ce que vous n'imaginiez pas est devenu réalité? Le bourdonnement perpétuel, la stimulation incessante. Il fallait être apiculteur, il y aurait eu la même chose. C'est vrai, mais j'ai peur des piqûres. Ça veut dire que, par définition, un hôpital, ça ne s'arrête jamais, c'est ça? Il peut tout se passer à n'importe quel moment. Oui, on va dire ça. Il y a des services plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des services qui dorment quand même la nuit. Les urgences font partie des services où il y a toujours de la lumière, toujours du monde, toujours des médecins, H24, J365. Ce lien que vous tissez avec le patient, vous me disiez, on s'attache. Et là, maintenant, dans une deuxième partie de carrière, vous attachez plus particulièrement aux personnes âgées. Est-ce qu'il vous arrive de les revoir, ces personnes? Alors malheureusement, très peu. Il m'arrive de revoir des patients moins âgés. Les patients âgés, je les revois peu. Et ceux qu'on revoit, ce sont ceux qui sont très compliqués, qu'on va voir plusieurs fois en EHPAD, par exemple. Vous intervenez sur les lieux d'accident, vous me disiez,
la chose la plus délicate quand on est médecin urgentiste, c'est de poser le diagnostic le plus rapidement possible. C'est un peu à l'inverse, j'ai l'impression, des médecins, parce que dans un parcours classique, le médecin va s'assurer que tous les voyants sont au vert pour le poser, et des fois ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on a la main qui tremble justement du fait de devoir agir très très rapidement ? Alors parfois oui, on est quand même, on arrive quand même à être médecin urgentiste, notamment médecin préhospitalier, parce qu'on aime cette situation. Et je répète souvent que plus la situation est incontrôlée, mieux je me sens. Plus c'est agité, plus je suis calme. Donc c'est aussi parce qu'on a des personnalités comme ça. Mais c'est vrai que régulièrement, on sait qu'on doit prendre des décisions rapides avec un niveau de certitude qui est forcément atténué par rapport à... Ça veut dire que vous êtes un peu dans le brouillard, parfois. Ah, oui, on a... et donc, on réduit la voilure sur les hypothèses et les traitements qu'on entreprend, parce que si on en fait trop, on est un peu perdu. De temps en temps, oui, on revient aux essentiels. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez eu peur, ou toujours aujourd'hui peur de commettre, justement, dans ce moment-là où il faut avancer, et il faut dire, voilà, c'est ça la situation, on va faire ça pour avancer? Tout le temps. Avec chaque patient, on a peur de l'erreur. Ça, c'est quelque chose... que tous les médecins vous rapporteront. Alors nous, les urgentistes, on n'est pas mieux que les autres. On a toujours peur de l'erreur. C'est-à-dire qu'on garde toujours en tête l'idée de faire bien et de pas se tromper. Et je pense que le jour où j'aurai plus peur de me tromper, il faudra que je change de métier. Vous êtes parfois trompé? Vous allez me dire oui, comme tout le monde se trompe, mais l'erreur qui fait que on a du mal à l'oublier. Bien sûr. Oui, bien sûr, ça arrive. Heureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'erreurs absolument catastrophiques qui ont conduit à des drames. Mais il y a des erreurs, bien sûr, des erreurs de diagnostic, d'orientation, de thérapeutique, évidemment. C'est un artisanat, la médecine. C'est-à-dire que tout scientifique qu'on est, tout enseignant-chercheur que je suis, je n'en reste pas moins biaisé, perfectible, et je suis un artisan qui fait de moins en moins de trous dans ses meubles, mais qui fait des trous dans ses meubles. Quel rapport vous entretenez, vous, avec la fragilité de la vie? Voilà, ça c'est une excellente question, Johan. Je veux dire par là, est-ce que votre métier, le fait de côtoyer la mort, sinon au quotidien très régulièrement, vous a permis de voir les choses un peu différemment, à titre personnel, j'entends? Oui, bien sûr. J'ai tendance à relativiser, à minimiser beaucoup de choses. On est souvent au contact des sentiments et des émotions basiques, essentiels, ceux du noyau, du noyau des gens. La vie, la mort, la peur, la disparition, la souffrance, etc. On est exposé à tous ces sentiments, à toutes ces émotions en permanence, et on accumule des expériences et des histoires absolument horribles, vraiment, absolument catastrophiques. Et donc, très souvent, dans la vie quotidienne, je me dis, par exemple, et mon épouse va sauter au plafond quand elle écoutera l'émission, mais je dis souvent, c'est pas un glioblastome. C'est juste un cancer du cerveau absolument catastrophique, très invasif, et c'est horrible. Voilà, j'ai tendance plutôt à minimiser, à me dire, bon, bah, ça va. Vous parlez de votre épouse, et quelques années on s'est parlé dans cette émission, et je vous avais demandé au cours de la conversation si votre compagne était médecin, et on m'avait dit heureusement non. Que quand vous rentriez à la maison, pour reprendre votre expression, vous laissiez les valises fermées. C'est-à-dire que ces atrocités dont vous me parliez à l'instant, vous n'en parlez pas au sein de la cellule familiale, où je devine pas trop. À qui vous parlez, vous, justement, pour vous délester de ces images, de ces années d'exercice où vous côtoyez le pire?
Alors au quotidien, aux collègues, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les médecins sont insupportables entre eux. J'imagine que de la même façon que les animateurs radio ou les journalistes sont insupportables entre eux. Non, les gens parlent que s'aiment du dans mon métier. Les gens s'aiment, vraiment. On se fait des bisous tout le temps, vraiment. D'accord. Mais nous, on ne parle que de entre nous, on ne parle que de notre métier, parce que ce sont des espaces de parole. À chaque fois qu'on se rencontre avec d'autres comme nous, c'est un espace de parole qui s'ouvre. Évidemment qu'on va protéger les gens qui ne savent pas, qui connaissent pas les odeurs des accidents de la route avec les gens en morceaux, qui ne connaissent pas, heureusement qu'on va pas partager ça avec eux. Et même si on le partageait, probablement qu'on ajouterait encore de l'horreur à l'horreur parce qu'il y a la représentation mentale. Évidemment qu'on protège ceux qui sont pas du métier, évidemment. On peut pas faire autrement. Lorsqu'on s'est parlé, il y a quelques années, toujours, vous m'aviez dit quelque chose qui trotte dans ma tête, dont je me rappelle assez régulièrement. Vous m'aviez raconté cet homme grièvement brûlé, et qui vous avait demandé dites-moi si je vais mourir. Et vous m'aviez dit, au cours de cet échange, ce jour-là, je ne pouvais pas mentir, mais je ne pouvais pas non plus lui dire la vérité. Est-ce que c'est finalement dans cette phrase, qu'on pourrait dire contradictoire, que se trouve toute la complexité de votre boulot ? Parce que quand on ment, on ne dit pas la vérité. Quand on ne dit pas la vérité, on ment. Là, vous arriviez à faire tenir dans la même phrase ces deux opposés, tout en laissant imaginer qu'il peut y avoir une petite nuance entre ces deux choses-là. Oui, et c'est amusant que vous me parliez. J'avais complètement oublié cette anecdote. J'ai tout de suite des symptômes physiques. J'ai un peu la chair de poule en repensant à cette situation. Et la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est complexe parce que on a une double mission, une double injonction, qui peut donc être contradictoire. La double injonction, c'est premièrement, on doit la vérité nue absolue à nos patients. Voilà. Je peux pas leur mentir, je ne peux pas leur faire un traitement sans leur proposer, etc., etc. Donc nous leur devons la vérité. C'est une obligation, à la fois morale et déontologique, encore une fois. Mais d'un autre côté, on a comme injonction de ne pas faire de mal, de soigner, de ne pas faire de mal. Primum non nocere. Donc je ne dois pas faire de mal, tout en disant la vérité. Et cette situation était franchement l'épitome de cette contradiction. Il allait mourir, c'était évident, il était brûlé à 100%. Il avait, c'était absolument horrible. Les brûlés ne meurent pas tout de suite tant qu'ils ne sont pas carbonisés comme une saucisse carbonisée. Ils meurent dans les heures qui suivent. Et lui, c'était sûr qu'il allait mourir, mais il était encore conscient et voilà. Et il demandait s'il allait mourir. J'ai pas pu lui dire oui, vous allez mourir, monsieur, parce que ça allait lui faire du mal, parce que c'était trop dur pour moi aussi. Et donc j'ai simplement dit, on va essayer de faire en sorte que vous ne mouriez pas. Et dans on va essayer de faire en sorte que vous ne mouriez pas, c'était à ce moment-là, et même en y repensant, probablement la meilleure tournure que je pouvais faire pour jongler avec les deux injonctions. Je ne mens pas, on va faire en sorte que. Et je fais du bien, on va faire en sorte que. Apaisé. Exactement. Sachant qu'un médecin ne peut pas toujours répondre, comme dans la vraie vie, à toutes les questions. Vous êtes médecin. C'est une question que vous ne poserez jamais, ça. Si, et je ne vous le souhaite pas, vous vous retrouviez dans une situation critique. Cette question qui est, est-ce que je vais mourir ? C'est évidemment des questions qui trottent dans la tête régulièrement, puisqu'on est en face du miroir toute la journée. S'il me reste un semblant de conscience, je le saurai. Je le saurai parce que c'est mon métier. D'un point de vue scientifique, je sais. Et sur l'histoire, je sais. Sur mes histoires passées, voilà. Donc je saurai. Vous avez été victime d'un accident dans l'exercice de votre profession, il y a quelques années ? Oui, j'ai été renversé, en tout cas on a été percuté par une voiture quand on était dans l'ambulance du SAMU, oui. C'était à quel moment de votre carrière ?
C'était au début, quand j'étais ce qu'on appelle chef de clinique, assistant, peu importe. C'était au tout début et je venais d'avoir ma fille. Cet accident, est-ce qu'il a changé votre façon de pratiquer la médecine? Au-delà de vous changer vous-même, évidemment, dans la vie privée. C'est une bonne question. C'est un accident qui m'a d'abord fait envisager d'arrêter la médecine, parce que j'ai été gravement blessé et que ça a mis beaucoup de choses en question, notamment mon équilibre familial. Et oui, ça m'a changé, ça a changé ma façon de pratiquer quand je suis dans l'ambulance. J'exige, qu'on soit tous assis, attachés, qu'on roule moins vite, qu'on fasse attention. Oui, bien sûr, ça a changé. Qu'est-ce qui vous a décidé à poursuivre finalement cette profession? C'est une bonne question. J'étais dans la voiture en train de regarder le paysage landais qui défilait là où j'allais me reposer un peu. Et je me suis dit que j'allais quand même pas laisser un chauffard décider de la suite de ma vie. Et puis probablement parce que au fond, je me disais qu'est-ce que je vais faire d'autre, quoi? Qu'est-ce que je sais faire d'autre? En France, nos urgences, on est plutôt bien lotis par rapport aux autres pays d'Europe, ou on se trouve où? On se trouve dans la moyenne. Alors, si vous parlez de performance, Non, je parle de moyens, effectivement. On parle beaucoup du robinet qui se ferme dans les hôpitaux publics. Je parlais plutôt de ça. C'est une tendance globale, donc on est comme les autres. Hors antenne, vous m'avez dit il y a quelques jours, vous m'avez parlé de systèmes qui se délitent, vitesse grand V. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le service des urgences par rapport à il y a 5 ans, par exemple? Comment on peut le stigmatiser, ce délitement? Le nombre de passages ne fait qu'augmenter. Il y a toujours de plus en plus de patients. Et malgré l'investissement humain, en tout cas de tout le monde, on n'arrive pas à traiter tout le monde dans les bons délais et à hospitaliser comme il faut. Donc en gros, les lits se ferment, les lits à l'hôpital sont de plus en plus fermés. Donc, on a de moins en moins de places d'aval. Tout le monde est de plus en plus crispé, donc les places d'aval sont très chères. Il faut constamment lutter pour trouver une place pour nos patients. Et ensuite, toutes les restrictions budgétaires qui font qu'on en est, j'exagère à peine, on en est à compter les centimes superflus sur, par exemple, le bout de la tubulure de notre perfusion. Le matériel A, il vaut 50 centimes de moins que le matériel B. Et donc, on va acheter le matériel A parce que, vous comprenez, ça fois 60 000 passages par an, oh là là, ça fait quand même 30 000 euros de moins, quoi. Et évidemment, moins c'est cher, souvent, moins c'est cher, moins c'est de bonne qualité. Évidemment. Donc, on a aussi des problèmes, et voilà, de matériel qui ne tient pas la route. Voilà. Et cette phrase qui a effrayé pendant le premier confinement, à savoir faire le tri, parce qu'on était dans une logique de médecine de guerre, les médecins, les patients arrivaient, affluaient, on pouvait pas juguler le flot de malades. Est-ce que faire le tri aujourd'hui c'est une réalité au sein du système hospitalier, aux urgences? Alors, ça a été pour le coup, oui, pour le coup, ça a été quand même beaucoup monté en épingle parce que la situation était particulièrement aiguë. Mais le triage, c'est une pratique courante depuis toujours. Et ça veut dire quoi, faire le tri? Parce que quand on dit faire le tri, on dit tiens, on va favoriser un jeune par rapport à un vieux, etc. C'est ça que vous appelez faire un tri, ou c'est plutôt lui, il n'a rien à faire aux urgences parce que c'est de la bobologie ou c'est autre chose qui n'a rien à faire dans ce service-là? Alors c'est un peu tout, et c'est pour ça que la situation en fait a un peu dérapé. C'est que de toute façon, aux urgences, il y a toujours un tri qui s'effectue en fonction de votre urgence perçue ou ressentie, votre urgence réelle. Donc vous arrivez, vous vous présentez. Évidemment, s'il vous manque une jambe, vous passez en extrême-urgence. Et si vous avez juste une angine, on estime que vous pouvez attendre 5 heures avec les autres angines. Donc il y a déjà un tri, c'est-à-dire une graduation de la gravité et donc des objectifs de délai de prise en charge et d'intensité des soins à mettre en œuvre. Et puis donc ça a toujours existé.
et ça a toujours existé, y compris à l'hôpital. Pour hospitaliser un patient en rhumatologie, on se dit lequel je prends, probablement le plus grave des deux, et le plus grave des deux, c'est aussi celui qui va s'en remettre mieux que l'autre. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le vrai triage qui a posé beaucoup de problèmes de conscience. C'est qu'en fait, ce triage est rentré dans la question de la survie, très clairement. Il y a un moment donné, puisque les ressources étaient complètement dépassées, j'avais 10 lits et j'avais 30 patients à hospitaliser de principe, il fallait qu'on choisisse les 10 patients hospitalisés. Et même si l'hôpital et le système a réussi à augmenter sa capacité à 15 ou à 20 lits, il y en avait encore 10 sur le côté. Et les 10, il fallait les choisir. En tout cas, il fallait choisir les 20 qu'on hospitalisait et les 20 qu'on pouvait soigner. Et ça, le problème, c'est que dans cette situation extrêmement aiguë, on a été obligé de rabaisser nos seuils de tri. C'est-à-dire que aujourd'hui, on estime à peu près que passé 85 ans, quand vous avez 2 organes ou 2 fonctions d'organes qui ne vont plus, qui sont tombés à plat, vous avez peu de chances de survivre après de la réanimation à 85. Bon, ça se discute. Donc on fait le choix de la raison. Exactement. Et à l'époque du Covid, on est descendu. Il y a des gens de 65 ans qui ont été laissés sur le côté, 65, parfois 60, parce qu'il y avait 30 patients de 35 ans. Mais vous me dites, Mathieu, qu'en 5 ans, le système hospitalier s'est délité, c'est ça ? Oui. Ça veut dire que déjà, on n'était pas forcément paré pour affronter une crise sanitaire comme celle du Covid en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aurait une situation similaire ou un petit peu différente. On serait encore plus désorganisé. Alors on serait probablement aussi désorganisé, pas encore plus, parce qu'on apprend des histoires passées et que on a renforcé les réseaux, on a beaucoup travaillé la médecine de catastrophe, les grandes doctrines de réponse aux pandémies, aux catastrophes naturelles, etc. Donc on a quand même, on s'améliore constamment, mais on s'améliore constamment à ressources au moins égales, si ce n'est diminuées. Donc on a probablement qu'on sera aussi ennuyé, tout en étant plus organisé et plus au courant. Ce qui est paradoxal quand même. Sans jouer les docteurs catastrophes, vous pensez qu'un jour en France, seuls ceux qui auront les moyens pourront se soigner, ou on n'en arrivera jamais là ? Vous n'avez pas de boule de cristal, je dis bien, vous êtes médecin urgentiste, pas astrologue, mais vous le voyez comment le truc ? Les mauvais jours, je me dis que oui, c'est ce qui nous attend. Heureusement que les mauvais jours sont moins nombreux que les bons jours, et je me dis que les bons jours, on est encore nombreux à vouloir se battre et à vouloir maintenir le système à flot, à pas fermer les SAMU, à pas fermer les SMUR, les ambulances de réanimation des SAMU, à pas fermer les services d'urgence, à toujours essayer de s'améliorer et de croire en service public. Je sais pas, en tout cas aujourd'hui par exemple, et puis je vous repasse la parole parce que je suis très bavard, mais aujourd'hui il y avait une réunion de la Société française de médecine d'urgence qui faisait le point un petit peu sur l'état de la médecine d'urgence nationale là. Et quand même on se retrousse vachement les manches. On a plein de solutions, on a très envie, on a plein de choses à proposer. Il y a de gros efforts qui sont faits dans les coulisses pour que les choses s'améliorent, quoi. Jocelyne sur le chat écrit « J'espère que si un jour j'ai un pépin, j'aurai un médecin aussi sensible. Bravo pour votre sensibilité et l'humanité. » Une autre personne qui parle de ce dessin animé, ce livre que vous lisiez, Une fois il était une fois la vie, c'est ça, qui visiblement a fait école. Vous avez eu peur parfois que ce métier... qui vous prend beaucoup de temps, vous dévore tout cru, parce que j'imagine que vous y passez quand même beaucoup de votre temps et votre espace d'esprit. C'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard. Mal est fait. Ouais, exactement. Les études sont longues, le métier est magnifique, mais il coûte très cher, donc c'est déjà trop tard. Vous êtes professeur, vous l'avez dit maintenant. Qu'est-ce que vous apprenez Est-ce qu'il y a des choses que vous enseignez à vos élèves que ne vous ont pas appris vos professeurs à l'époque ?
Alors j'espère parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'avait fait même dire à une époque que je voulais pas être professeur moi-même, que les hospitalo universitaires c'était pas les gens à qui je voulais ressembler. Donc maintenant que j'en suis un, j'espère que oui. Il y a quelque chose quand même qui me motive au quotidien, c'est tout ce que je transmets aux plus jeunes ou aux collègues, parce que ma mission c'est aussi de transmettre aux collègues parfois plus âgés, souvent plus âgés. C'est de le faire comme j'aurais aimé le recevoir moi-même à leur place. Mais alors comment ? Parce que comment on vous l'a livré, vous, à l'époque ? On me l'a livré très descendante, très mandarine. J'avais un chef très mandarine, c'est-à-dire qui parlait j'ai dit. Ah ben, vous voyez le grand patron avec sa cravate sous sa blouse, la cigarette, son grand bureau en noyer et qui dit j'ai dit. De manière un peu docte. Ouais. Disait rien. Exactement, ça a beaucoup fonctionné comme ça. Maintenant j'essaye, déjà parce que je pense que je suis comme ça. Et puis parce que vous ne fumez pas en cours, hein, c'est ça, maintenant on le sait, vous n'avez pas la cigarette lorsque vous enseignez. Très bien, et pas de cravate non plus. Exactement, c'est très horizontal, très horizontal et dans la pédagogie inversée. Je rappelle souvent à mes étudiants que eux m'apprennent des choses et qu'ils sont la richesse de la médecine. Et alors, je vais revenir à ma dernière question pour conclure cet échange. Puisque ce métier vous fait voir le genre humain, la société différemment, qu'est-ce que finalement vous avez appris de plus pointu, justement, en exerçant sur les gens, en exerçant au quotidien ce métier d'urgentiste ? Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pu deviner sans le faire. Paradoxalement, c'est aussi pointu que c'est simple. C'est que à l'intérieur des gens, il y a toujours des petits enfants qui ont peur et toujours des petits enfants qui ont envie d'être rassurés, ont envie d'être aimés. Que ce soit la pire ordure parce qu'on en fait, ou des gens super. Au fond du fond, il y a toujours encore une fois le même noyau, le même fil qui nous relie tous les uns aux autres là. Et c'est ça en fait, c'est très très simple. Hein. Les gens veulent être bien et rassurés et aimés. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie Mathieu d'être venu vous raconter tel que vous l'avez fait ce soir. C'est un plaisir de vous écouter. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Salut. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Tiens, je vais vous lire quelques-uns des messages que j'ai reçus ces derniers jours, notamment suite à la newsletter que je vous ai envoyée mardi dernier, comme celui de Catherine qui m'écrit « Hello Johan, c'est chouette d'avoir de vos nouvelles, l'été est déjà presque fini, et vous Johan, avez-vous passé un bel été ? Je vous entendais de temps en temps sur France Bleu, et non sur Ici, entre parenthèses, j'aimais mieux avant, pour les programmes télé que je suivais de temps en temps. Je rentre de vacances et je mets mes souvenirs dans des boîtes, entre parenthèses, tickets de visite de concert, réservation du mobil-home, serviettes de resto, coquillages, et de temps en temps je les ouvre ces boîtes, et puis les souvenirs reviennent. Souvenirs que l'on empile, et pourquoi donc ? Juste pour ne pas oublier. Quand la mémoire partira peu à peu. À bientôt Johan, heureuse de vous écouter amicalement, signé Catherine. Ah, les boîtes dans lesquelles on met des objets pour se rappeler des mots. Je me souviens d'une jeune femme que j'avais rencontrée il y a quelques années. Et un soir, elle m'avait dit « Tiens, regarde ce qu'il y a sous mon lit ». Et elle avait sorti une boîte à chaussures. Et dans cette boîte à chaussures, il y avait un peu comme Catherine, des places de concert, des objets, des petits trucs, des choses qui, à elles seules, dans cette boîte à chaussures, résumaient un peu cette histoire qu'il y avait entre elle et moi, depuis le premier jour de la rencontre. J'ai perdu cette fille de vue. Ça fait des années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais parfois, quand je repense à elle, je me demande si cette boîte à chaussures existe encore, si elle l'a gardée, si parfois elle l'ouvre. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne.
Johan Rock vous écoute. Vendredi, exceptionnellement, je vous donne rendez-vous pour une édition très particulière et spéciale de Juste avant la nuit. Ce sera vendredi prochain entre minuit et 2h du matin sur Radio Resto. Radio Resto, c'est une radio éphémère qui émet pendant 48 heures tous les ans, qui réunit des animateurs de toutes les radios pour, pendant 48 heures, récolter des dons pour les Restos du Cœur. C'est avec grand plaisir que je participerai à ces 48 heures cette année pour les 40 ans des Restos du Cœur. On va faire une émission comme on a l'habitude d'en faire toutes les semaines. Pendant 2 heures, on va converser et puis celles et ceux qui écoutent cette émission seront invités à donner pour les Restos du Cœur. Minuit, 2 heures, vendredi prochain. Je vous mettrai les liens pour suivre l'émission à celles et ceux qui le souhaitent sur le www.johanrock.fr. Bonne nuit, à vendredi, minuit, pour Juste avant la nuit.